Dimanche 9 décembre 2018, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur la télévision Labari. Et comme chaque dimanche, nous recevons sur ce plateau un invité. Il s'agit de Moussa Tchangari, il est l'acteur de la société civile nigérienne, également membre du cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile. Moussa, bonsoir. Bonsoir. Avec notre invité, nous allons revenir sur la loi de finances 2019 et certainement sur la situation sécuritaire du pays. À tout à l'heure, Moussa. Le temps de signaler que le parti de l'Adan Hamidou Tchana Amin a annoncé officiellement son départ de la mouvance pour la renaissance du Niger MRN. Donc la majorité au pouvoir pour rejoindre le bloc de l'opposition politique, notamment le FR-DDR. L'annonce a été faite ce dimanche 9 décembre 2018 au cours d'une déclaration que nous résume Nasser Dantofo et Sadou Doumi. À travers cette déclaration, le parti Amin de l'Adan Tchana n'a pas passé par 4 chemins pour annoncer son divorce avec la MRN. L'Adan Tchana et sa base rejoignent le camp de l'opposition nigérienne, et cela après moult consultations avec les 8 coordinations régionales du pays qui estiment que la situation actuelle de la gouvernance du régime ne concorde pas avec les idéaux qu'incarne Amin. Le bureau politique national réuni ce jour, dimanche 9 décembre 2018, toujours soucieux du bien-être des Nigériens, décide de l'adhésion de l'Alliance des mouvements pour l'émergence du Niger, Amin, au Front pour la restauration de la démocratie et de la défense de la République, FR-DDR. Cette adhésion se justifie par notre convergence de vues sur la situation grave de notre pays et l'absolue nécessité d'unir et mobiliser toutes les forces de l'opposition en vue de vaincre les forces du mal et permettre ainsi une alternance démocratique pour le grand bonheur du peuple nigérien qui a été trahi et humilié par ceux-là même en qui il avait fondé des grands espoirs. La vie de notre jeune parti a été marquée par de multiples vicissitudes, d'adversités et de complots de tout genre, de toutes sortes. Cependant, nous demeurons convaincus que vous ne serez jamais découragés par les tentatives d'achat de conscience, les manipulations et les menaces, car vous êtes l'incarnation même de la dignité et vous êtes notre fierté. L'arrivée d'un nouveau membre dans une famille est toujours synonyme de fête et un espoir de plus pour cette famille. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui ne m'étonne pas, moi, Falke Bacharou. Et pour cause, nous avons passé de durs moments à lutter au sein de la CFDR, l'Adan Tchana et moi-même. Nous nous connaissions. Nous avons tous, mais un sens de la politique qui est en train d'être dévoyé, qui est en train d'être traversé par la gestion du pouvoir actuel. Nous ne comprenons pas que le Niger puisse être entre les mains de ceux-là même, il y a seulement quelques années, crier sur tous les toits, dénoncer tout, et qui aujourd'hui se retrouvent être vraiment les pires voleurs que le Niger ait connus. Ainsi, avec l'arrivée du Amin, le FR-DDR s'élargit et renforce sa capacité de l'opposition politique nigérienne afin d'asseoir sa politique de veille de l'action gouvernementale.
Autre mécontent, Nasser Dantofo, toujours c'est donc mécontent de la majorité, ce sont les militants du PNDS Taraya du quartier des Ebon qui ont définitivement quitté ce parti pour adhérer au Modern FA Lumana. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique hier soir. Le résumé avec Abdrazak Hamidou Léo et Chebou Guissou. Ils étaient nombreux à avoir effectué le déplacement pour cette cérémonie d'adhésion au parti Modern FA Lumana. Ces militants qui jadis appartenaient au PNDS Taraya, désormais ne le sont plus. Ces militants du PNDS Taraya, militants au sein de la sous-section du quartier des Ebon, après une large concertation, décidons de démissionner de ce parti auquel nous avons appartenu depuis sa création pour adhérer au Modern FA Lumana Afrique. Ce choix souverain est dicté par l'admiration et l'espoir que suscite ce grand parti, son leader, son excellence Hama Amadou. Ces veillants militants qui ont résisté à l'injustice et la haine dans l'honneur de la dignité. Le Modern FA Lumana s'est réjoui de l'arrivée de ces nouveaux militants et leur a promis un avenir meilleur au sein de son parti. Ces militants, comme vous avez pu le constater, sont issus du parti présidentiel au Niger, du PNDS Taraya. Ils ont estimé, après toutes ces années passées dans le parti rose, qu'il n'était plus possible pour eux de continuer avec ce parti malgré qu'il soit au pouvoir. Ils sont convaincus par la vision de son excellence Hama Amadou. Ils sont convaincus par les valeurs qu'il porte et que son parti porte. Ils sont convaincus qu'il fallait continuer à se battre pour la dignité du Niger et c'est le message qu'ils ont voulu nous faire passer à travers cette adhésion massive. Nous leur avons naturellement transmis les salutations chaleureuses de son excellence Hama Amadou et de sa volonté à continuer à se battre pour que la démocratie et l'état de droit soient des réalités dans notre pays. Un mot du sport dans cette édition fin hier samedi du tournoi interclasse de football du CSAP Flogerma. 4 équipes dont 2 des garçons et 2 des filles étaient à l'affiche de cette finale qui a drainé une foule nombreuse. Le point avec Nasser Dantofo et Sadoumi. Lancée à la reprise de l'année académique 2018-2019, la compétition sportive du football du CSP Flogerma, après plus de 2 mois de compétition entre classes, affiche une finale côté garçon, une classe de terminale à une première côté fille, qui est d'ailleurs la particularité de cette compétition, affiche une 5e à une terminale. Il s'agit de 4 équipes en finale, 2 en filles et 2 en garçons. Donc il a fallu 2 mois pour faire passer l'ensemble des classes en filles et en garçons. Et c'est d'ailleurs une première parce que au Flogerma, c'est au Flogerma seulement dans tout le Niger là que l'on fait des matchs interclasses féminins. Et donc c'est vraiment une innovation de l'UP Éducation physique et sportive du Flogerma. Aujourd'hui c'est la finale et en premier match les filles se sont rencontrées et la 5e B gagne, la petite classe donc contre la terminale. Maintenant, pendant que nous sommes en train de parler, c'est une terminale qui joue en garçon contre une première. Et la fête se fait de manière sportive. Dans tous les cas, celui qui gagne, c'est toujours le Flogerma qui gagne. On va d'abord remercier la fondatrice qui a toujours fait du sport au CSP Flogerma son cheval de bataille. Nous remercions également le proviseur qui, pour l'ensemble des sollicitations que nous avons eues avec lui, il a répondu. Et pour l'ensemble du corps professoral et surtout des enseignants de PES et aussi, je vais dire, les élèves qui sont très intéressés par le sport. La fondatrice du Flogerma, qui a fait du sport un élément stimulateur pour une bonne réussite académique, était présente pour encourager les élèves. À la fin du 2e mois de la rentrée, on organise un match interclasse pour les élèves
Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous avez assisté à ce match des garçons et des filles. Donc cela permet de faire une sélection pour les meilleurs joueurs et pouvoir choisir une équipe qui doit jouer contre les autres écoles. Les élèves ont fait l'effort, ils ont donné le maximum d'eux-mêmes. Et je pense que vraiment, comme c'est une première fois, la prochaine fois, l'effort sera plus fourni. Dans tous les cas, c'est l'école qui gagne. Et nous sommes contents que vous avez vu la joie, l'épanouissement des enfants. Et je crois que c'est le plus important. C'est ainsi. Côté filles, la 5e a remporté la coupe et en garçon, c'est la terminale qui a remporté la finale. Les 4 finalistes ont tous réussi des cadeaux en divers. Elle a été examinée et votée par 129 députés de la majorité. C'est la loi des finances 2019 qui n'a pas fait cependant l'unanimité à l'hémicycle, car 33 députés n'étaient pas contre cette loi qui, selon l'opposition politique, ne répond pas aux aspirations du peuple nigérien. Ismaël Moumouni et Cheb Guisso ont suivi les débats et le vote. Voici ce qu'ils nous rapportent. 12h30, c'est la durée qu'il a fallu aux parlementaires pour approuver la loi de finances 2019 avec 129 voix pour, 33 contre et 2 abstentions. Un résultat qui réjouit à plus d'un titre l'émissaire du gouvernement qui estime que cette loi de finances va ainsi améliorer considérablement les conditions de vie de la population nigérienne. Le citoyen lambda, comme vous dites, doit s'attendre à voir les services publics consolidés, l'offre de services de santé, l'offre de services d'éducation se renforcer. Et deuxièmement, de voir le niveau d'investissement continuer. Vous voyez bien qu'il y a des grues partout. Nous investissons dans les infrastructures, nous investissons dans l'agriculture, nous investissons aussi dans la sécurité, nous faisons face au choc climatique et je pense que c'est un budget robuste que les députés viennent de voter, donnant au gouvernement les possibilités de continuer à mettre en œuvre son programme. Ce que conteste l'opposition, pour qui la population n'est pas encore sortie de l'auberge, car cette loi de finances 2019 constitue un goulot d'étranglement. Il y a eu un faible niveau d'exécution des investissements, principalement en ce qui concerne les secteurs sociaux de base, à savoir le développement rural, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique, l'environnement, la santé. Nous avons vu que toutes les dotations budgétaires sont pratiquement en deçà de ce qui est contenu dans le PDS. Comme si le gouvernement réussit à respecter les engagements qu'il a pris, les orientations qu'il s'est lui-même données. Cette même insuffisance a été reconduite dans la loi de finances 2019. 2050 milliards sont 16 millions. C'est le coût de cette loi de finances 2019, soit une hausse de 118,16 milliards comparativement à celle de l'année 2018. Cette loi de finances est d'ores et déjà boudée par certains acteurs, ce qui laisserait à croire qu'il y aura des protestations contre cette loi de finances. Cette loi de finances a été votée par 129 voix contre 33, comme je l'ai annoncé. Donc, ce qui nous amène à notre invité du jour, il s'agit de Moussa Tchangari. Je l'ai annoncé au début de ce journal. Il est l'acteur de la société civile, également membre du cadre de concertation et d'action citoyenne. C'est donc qui a engagé depuis l'année bientôt un an donc une lutte contre la loi des finances 2018. Et là, celle de 2019 vient d'être votée. Moussa, vous avez suivi un peu l'ambiance. Et quelles sont vos premières impressions? Bon, d'abord, vous savez, pour la première fois depuis plusieurs années, les parlementaires ont refusé, notamment au niveau de la commission des finances. La commission des finances, donc précisément, a refusé de recevoir des acteurs de la société civile, du secteur privé, des syndicats, pour faire des observations, des propositions sur le projet de loi des finances. Ce refus est le résultat en fait du refus du président de la commission, parce que nous avons écrit
Et le président de la commission a reçu notre lettre de demande, en tout cas des rencontres avec la commission. Il a décidé d'ignorer ça. Savez-vous pourquoi c'est refus? Bon, en fait, il refuse parce que il n'a que du mépris pour nous. C'est tout. C'est pas compliqué. Il a du mépris vis-à-vis de nous. Il estime que, en fait, il ne doit pas nous recevoir. Bon, ce qui est dommage d'ailleurs, c'est que la plupart de certains membres de la commission que nous avons pu voir à l'occasion d'une rencontre que nous avons organisée ont formellement affirmé que la commission n'avait pas discuté clairement s'il faut recevoir ou pas les acteurs de la société civile, le secteur privé ou autre. Donc c'est le fait du président. Et vous voyez bien que dans une institution comme l'Assemblée, un président, s'il ne veut pas, eh bien, une rencontre et que le bon sens recommande vraiment d'avoir peut ne pas avoir lieu. Si le président ne veut pas, donc... même si la majorité est pour, ils sont... Bon, ben oui, mais c'est ça. Bon, on a écrit, etc. Évidemment, les gens ont su, mais ils n'ont rien pu faire. La volonté du président, Adamou Namata, s'est imposée. Et donc, voilà, donc il a pu faire ce qu'il voulait. Bon, on n'a pas été reçu. C'est une première. L'année dernière même, malgré le climat encore plus tendu, en tout cas, on avait été reçu, il y a eu des discussions, on a fait des propositions qui n'ont pas été prises en compte. Mais cette fois-ci, donc ils estiment que, en fait, on ne doit pas nous recevoir. C'est un recul très grave. Déjà, le gouvernement est depuis très longtemps fermé à toute initiative de rencontre avec les acteurs de la société civile. Par le passé, vous le savez, avant même l'adoption du projet, donc le pré-budget est souvent présenté à des acteurs de la société civile, etc. Et ça ne diminue en rien le poids, le pouvoir de qui que ce soit. Ce sont des règles, des principes qu'on fait. Et d'ailleurs, si vous prenez les directives de l'UEMOA, tout ça, il est même recommandé à ce que les États organisent vraiment des rencontres publiques, même des discussions, des débats d'orientation sur le budget. Donc la participation des citoyens au processus est considérée comme quelque chose d'essentiel. Vous savez, le budget, c'est une affaire très sérieuse pour qu'on laisse ça entre les mains du gouvernement et du Parlement seulement. C'est trop sérieux pour qu'on leur laisse eux seuls faire. Il faut que d'autres du groupe organisé, des citoyens un peu partout s'intéressent à la question du budget parce que c'est très sérieux. C'est pourquoi donc Alternative Espace Citoyen organise chaque année une session budgétaire comme ce que vous allez faire à quelques jours, que vous avez eu à organiser à quelques jours du vote de ce projet de loi. Oui, nous avons organisé comme chaque année une session budgétaire citoyenne. Bon, où en fait on a invité des institutions, tout ça. Bon, cette fois-ci, je pense qu'il y a un seul ministère qui a envoyé un représentant sur le ministère de l'hydraulique et de l'assainissement. On les remercie d'avoir répondu à notre invitation. Tous les autres ont refusé de venir. Vous savez, on invite même le ministère des Finances, tout ça. On leur donne la possibilité de venir exposer, présenter devant les citoyens. Bon, les gens n'ont pas voulu saisir cette occasion cette fois-ci. Évidemment, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes fermés à toute initiative. Bon, donc on a fait notre session budgétaire citoyenne qui a regroupé autour de un peu plus de 150 personnes, des représentants des organisations de la société civile, mais aussi des organisations paysannes. Un peu, pratiquement tous les pays étaient représentés. C'est retransmis à la radio, etc. Et des médias ont largement couvert. Ça a été vraiment l'occasion de discuter autour du rapport que nous avons produit. Et aussi, ce fut l'occasion de formuler des recommandations, des propositions. Effectivement, vous avez fait ces recommandations et propositions. Quels seront maintenant le sort de ces recommandations et propositions? Bon, ce qu'on avait souhaité, c'était de pouvoir discuter avec la commission des finances, parce que c'est la commission des finances qui est la commission saisie au fond. Cela n'a pas été possible. Après, nous avons organisé une rencontre avec des parlementaires de tous les horizons. Il y avait quand même quelques parlementaires qui étaient là, en tout cas plus d'une dizaine de parlementaires auxquels on a présenté un peu le résultat de notre travail, on a donné le document.
Et bon, ils ont tenté de relever certains points lors des discussions, notamment en plénière et tout, parce que bon, on a espéré qu'on allait être reçu, et donc on n'a pas fait cette rencontre avant, parce qu'on avait soumis notre lettre de demande de rencontre avec la commission, on avait encore l'espoir. Bon, ils se sont joués de nous, ils ont refusé, Namata a refusé, et donc finalement c'est à la veille qu'on a pu faire. Mais ceci dit, c'est pas grave. Tout le monde est témoin que nous, comme toujours, on est resté ouvert aux discussions, etc., avec les autres. Voilà, je vous dis que pour la session budgétaire citoyenne, comme d'habitude, on a invité les différents ministères et des parlementaires. On a voulu aller au niveau de la commission des finances pour expliquer. Ils ont estimé qu'on est trop petit pour être reçu par la commission des finances. On n'a pas été reçu. Ils ont adopté le projet du gouvernement avec quelques petites modifications seulement. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement le gouvernement nous méprise, il ne veut pas nous entendre, mais au Parlement aussi, vous avez une majorité qui estime que nous, les citoyens, nous n'avons rien à dire. Et donc, ils estiment que bon, c'est eux qui doivent faire, et que nous, on n'a rien à faire que de se plier. Dans les prochains jours, les prochaines semaines, c'est ce qu'on va voir. Est-ce que les Nigériens vont accepter qu'une question aussi importante, ce soit seulement leur affaire, qu'ils peuvent décider de faire les choses comme ils veulent, allouer les ressources comme ils veulent, etc. Et si au moins c'était bien fait, on aurait applaudi. Mais malheureusement, c'est très mal fait et ils veulent coûte que coûte nous imposer. Ils estiment que nous, on n'est même pas qualifiés pour venir s'asseoir à la table et parler, défendre les idées. Donc face à autant de mépris, bon, nous avons d'autres moyens. Les autres moyens que nous avons, c'est d'appeler à la mobilisation des citoyens. Comme ce que vous avez fait lors de la loi des finances 2018. Et je pense qu'on peut même essayer de faire plus. Parce que dans tous les cas, pendant toute une année, on s'est battu. Ils n'ont pas voulu nous écouter sur pas mal de points. Il y a des choses sur lesquelles ils sont par la suite quand même revenus. Comme la Tati. Comme d'autres choses. C'est bien qu'ils aient finalement eux-mêmes décidé de changer certaines choses, mais l'orientation générale reste. L'orientation générale, c'est quoi? C'est-à-dire que, vous savez, on n'est pas contre le fait de payer les impôts, etc. Au contraire, d'ailleurs, pour ceux qui ont lu nos propositions, nous voulons qu'on améliore la capacité même de l'État à collecter plus d'impôts. Parce que de plus on collecte des impôts, de plus donc l'État aura des ressources, et de plus donc on peut normalement investir dans les secteurs sociaux, etc. Donc l'État sera en mesure d'offrir des services publics de qualité, conformément à ses obligations. Donc nous on veut ça. Et si tout le monde paye, ça donne aussi du pouvoir à tout le monde. Parce que tout le monde sait que voilà, il donne son argent, il contribue. Et donc ça va donner plus de pouvoir. Chacun pourra dire oui, puisque je donne, eh bien je veux que ma voix compte, je veux qu'on prenne en compte mes problèmes, mes soucis, mes préoccupations. Et donc pour nous c'est important, et en même temps si on arrive à collecter plus d'impôts, ça veut dire aussi qu'on a la capacité de devenir un pays moins dépendant de l'aide extérieure et autres. N'est-ce pas? Donc ça, c'est aussi un élément fort pour l'affirmation de notre souveraineté en tant qu'État. Donc nous, ce que nous voulons, c'est que l'État puisse collecter le plus. Maintenant, le problème avec ce gouvernement, c'est que nous, on pense que ça doit se faire aussi dans une certaine justice. Il faut qu'il y ait une justice fiscale. C'est un peu ça aussi ailleurs que les gens dénoncent. Aujourd'hui, on met la pression sur les petits et on fait des cadeaux aux autres. Vous avez vu les opérateurs de téléphonie, on leur avait fait des cadeaux. Bon, c'est vrai, maintenant ils sont en train de subir une pression parce que justement l'État a des problèmes de trésorerie. Il a besoin d'argent et il a fait un redressement, il veut récupérer de l'argent maintenant.
Mais on leur avait fait au départ des cadeaux. Il y a d'autres catégories auxquelles on a fait. Et d'une manière générale, quand on regarde le système fiscal, c'est plus la consommation qui est taxée que le capital et le revenu. Et donc ça pose un problème. Donc quand on taxe plus la consommation, c'est en fait tout le monde, les plus faibles, qui vont apporter plus. Donc pourtant, il y a le capital, il y a le revenu, il faut taxer. Par exemple, vous savez, tout ce qui concerne le foncier, etc., il y a la réforme de la taxe, immobilière, etc., mais on voit bien ce que ça donne encore. Pourtant, sur ce terrain-là, il y a des choses à faire. Donc, ce que nous contestons, c'est le fait de prendre aux gens plus d'argent, mais et leur offrir moins de services. C'est-à-dire qu'on prend l'argent, au lieu de l'investir dans des secteurs importants pour les gens, c'est-à-dire des secteurs comme l'éducation, des secteurs comme la santé, l'hydraulique, l'agriculture, l'élevage, parce que là, ça renvoie à des droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'alimentation. C'est un peu ce que nous avons suivi tout à l'heure, le député de l'opposition, c'est un peu les raisons qu'ils ont avancées pour ne pas voter cette loi. Bon, les secteurs sociaux de base ont été un peu... Oui, bien sûr. Les secteurs sociaux de base, en fait, ne bénéficient pas. Je vous donne un exemple. Vous prenez le secteur de l'éducation. Depuis 2011 que ce régime est en place, il n'a jamais la part de l'éducation dans les prévisions du budget. Je dis les prévisions, je ne dis même pas les réalisations. Dans les prévisions du budget, n'ont jamais dépassé 17%. Une seule fois, on a atteint 17%, c'était en 2014. Et aujourd'hui, nous sommes à 13%. Donc, une chute de prévision. Il y a même une chute. N'est-ce pas? La même chose pour ce qui concerne le secteur de la santé. Nous sommes aujourd'hui à 6,34%. N'est-ce pas? Et quand on vous montre les graphiques, vous n'en reviendrez pas. Ça ne fait que dégringoler en réalité. On n'avance pas en fait à ce niveau-là. Si vous prenez le secteur de l'agriculture, prenez le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, en 2011, la part de ce ministère-là dans le budget de l'État, c'était 6,42% et 41%. Aujourd'hui, nous sommes à 5%. N'est-ce pas? Donc, même de façon globale, le secteur de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire le ministère plus d'initiatives 3N, etc., le tout, ça nous amène à 7,69% seulement. Maintenant, du point de vue de l'exécution, si vous prenez le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le niveau d'exécution en 2015, c'était 75,24%. En 2016, c'est 40,52%. Maintenant, dans le projet de loi de règlement pour 2017, selon les calculs qu'on a vus, ça va monter jusqu'à 93%. Ça, c'est le taux le plus haut jamais atteint pour ce ministère-là. Mais quand on prend les taux antérieurs de réalisation, et même si on fait des progrès en 2017, voilà, c'est ça que ça va donner. Maintenant, vous avez la situation provisoire qui est faite pour le budget 2018 jusqu'à fin août. Évidemment, quand vous regardez les chiffres, vous voyez que à ce rythme-là, le taux là de 93% réalisé en 2017, on ne pourra pas l'atteindre probablement pour 2017. Maintenant, quand vous prenez pour le secteur de la santé, le taux d'exécution pour 2017, c'est 69,99%. Donc à peu près 70%. Donc vous voyez un peu, pour l'éducation c'est la même chose. Donc ça pose énormément de problèmes. Et pour l'éducation aussi, bon, ça varie des ministères, mais le taux reste faible. En tout cas, même le dernier là, globalement, on va tourner peut-être autour de 90%. Si on a 90%, c'est quand même un problème parce que 10% là, ça représente beaucoup. N'est-ce pas? Parce qu'il faut aussi comprendre que ces ressources pour 2018, 2017 et même 2019 sont en baisse par rapport aux années antérieures. C'est-à-dire en termes de volume, de montant même, c'est en baisse. Oui, qu'est-ce qui explique cette baisse donc, dont vous évoquez tout à l'heure? Ce qui explique cette baisse, c'est juste que pour le gouvernement, ce n'est pas important.
ne cherchez même pas loin. Parce que le budget de l'État, lui, il a progressé. On est passé de 1971 milliards à 2050,76 milliards. Vous ne pensez pas que la situation sécuritaire est à la base de cette situation? Écoutez, la situation sécuritaire, mais c'est aussi un choix. C'est-à-dire que, ok, vous avez l'insécurité, vous avez les autres problèmes, et donc on a choisi de faire ça. Mais la situation sécuritaire n'explique pas tout. Ça explique en partie. Parce qu'effectivement, et dans le rapport que nous avons eu à faire, nous avons relevé que les dépenses de défense et de sécurité ont beaucoup explosé ces dernières années. Bon, à part depuis 2017, ces dépenses sont en train de diminuer un peu. N'est-ce pas? Les prévisions, en tout cas, ça diminue. Ça diminue, je pense aussi parce que même d'autres partenaires s'interrogent, etc. Et puis, cet argent-là qui est dépensé pour la sécurité, en tout cas, on peut regarder le résultat. Et on sait aussi que c'est de l'argent, en fait, maintenant, il faut même auditer. C'est ce que nous avons proposé. Il faut qu'on fasse un audit pour savoir si on a vraiment utilisé pour ça. Il y a des choses claires dans ce domaine où on sait que, bon, c'est sûr qu'ils ont dû quand même payer. Bon, on sait qu'il y a une explosion de la masse salariale, aussi bien pour l'armée, pour les autres FDS. Ok. Ça, on connaît, c'est une part, ça représente une part importante. Mais les investissements, tout l'argent qu'on a mis pour acheter des armes, des munitions, etc., faire des constructions, etc., tout ça là, ça mérite d'être audité. Et peut-être même l'argent qu'on dépense, même les salaires, peut-être c'est bon d'auditer pour savoir si effectivement cet argent a servi à ça. Donc quand je reviens à l'idée de départ, la situation sécuritaire n'explique pas tout. Le gouvernement a quand même fait des choix. On sait où est-ce qu'il met l'argent. Donc la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, l'hydraulique ne sont pas en réalité ses priorités. C'est dans le discours seulement. Et on a regardé l'évolution depuis 2011. C'est-à-dire que quand on prend la situation depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, on voit ce qui a été fait. En ce qui concerne l'éducation, quand vous prenez, et je vous dis qu'en fait, maintenant on est à 13%. En 2011, on a commencé à combien? C'est vrai, on est arrivé à un moment à 17% en 2014. Ça montrait peut-être un peu d'intérêt. Mais c'est tout. Donc c'est une question de choix. Maintenant, à l'intérieur de ça, ce qui est important, parce que les chiffres, bon, tel pourcent, ça peut ne rien vouloir dire. Si vous prenez pour l'éducation, en fait, on dépense l'argent pour faire quoi? Bon, il y a les salaires, n'est-ce pas? Vous avez donc les quelques constructions, etc. Mais le problème de l'éducation, chez nous aujourd'hui, on sait que c'est la qualité. L'éducation, le niveau, la qualité de l'éducation est en baisse. Normalement, on devrait avoir des programmes, des initiatives qui viennent relever un peu le niveau en matière de qualité. Mais quand vous regardez un peu dans le budget, par exemple 2019 et même 2018, vous serez surpris de constater que théoriquement, on met beaucoup d'argent dans le programme, puisque c'est un budget programme dans la qualité. Mais quand vous creusez, en fait, qu'est-ce qu'on met là-dedans pour gonfler? Ce sont les salaires. C'est une véritable supercherie. Donc les vraies dépenses de l'État pour améliorer la qualité de l'éducation, ça fait à peine 3-4 milliards en ce qui concerne par exemple le ministère de l'éducation de base. Et donc tant que on n'améliore pas la qualité de l'éducation, ça veut dire que même le peu d'argent qu'on dépense, on le dépense en partie en pure perte. C'est-à-dire qu'un enfant qui va à l'école, qui fait 6 ans, après 6 ans, il ne sait ni lire ni écrire. S'il ne sait ni lire ni écrire, et c'est souvent le cas, ça veut dire que l'argent qu'on a dépensé du CI jusqu'à la 6e année, pour lui, c'est pratiquement de l'argent perdu. Donc si on veut valoriser l'argent, le peu qu'on met, il faut améliorer aussi en même temps la qualité. Or, ce n'est pas ce qu'on fait. Si vous prenez aujourd'hui dans le domaine de la santé, ok, on parle de 6
6,34. Mais même les 6,34, si c'était bien affecté, ça pourrait donner de meilleurs résultats du point de vue de l'accès à la santé. Si par exemple cet argent est utilisé pour dire, bon, ok, on va regarder c'est quoi le problème des gens dans le domaine de la santé. On sait que le principal problème, ce sont les barrières financières pour l'accès aux soins. C'est-à-dire que quand tu arrives dans un centre, on te demande, on te donne ordonnance, il faut que tu achètes, etc. Ou parfois, il faut même payer les frais de consultation. C'est ça le problème du citoyen lambda. Si on mettait l'argent de l'État là investi pour soulager les gens par rapport à l'accès aux médicaments, etc., eh bien, ce serait utile. Mais si on utilise cet argent pour construire, par exemple, des infrastructures sanitaires auxquelles la plupart des gens ne pourront pas avoir accès, eh bien, en fait, pour les gens, en réalité, c'est même pas 6% qu'on dépense, c'est peut-être à peine 1%. Une chose qu'il faut voir aujourd'hui, c'est la gratuité des soins. L'initiative de gratuité des soins. Combien on a prévu? En 2018, on a prévu 8 milliards. Maintenant, on a diminué pour amener à 5,5 milliards. On a même diminué. Alors que, selon les statistiques même du ministère de la Santé, nous avons des arriérés qui dépassent les 70 milliards. Des arriérés. Donc, de fait, aujourd'hui, on est en train de faire échouer l'initiative pour la gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, les femmes enceintes, les femmes allaitantes, etc. On est en train de faire échouer. Or, c'est le seul mécanisme social qui existe. Il est prévu la création d'un fonds social, mais ils ne l'ont pas fait. Normalement, vu qu'aujourd'hui nous avons un président de la République qui se réclame du socialisme, n'est-ce pas? Normalement, il devrait réaliser ça. Mais bon, comme en fait c'est pas le socialisme, je pense qu'il y a derrière le socialisme, il y a le mot libéralisme qui est bien caché, mais c'est surtout ça qu'ils sont en train de suivre. Bon, on n'arrive pas à faire. Et même la gratuité ne fonctionne pas. Et des dépenses, c'est-à-dire si on devait distribuer cet argent-là pour la santé, c'est-à-dire la part pour chaque personne au Niger, ce serait à peu près 5 772 francs. C'est pas. Si on doit donner à chacun, c'est ce que ça fait. Or, c'est-à-dire le minimum qui est requis, c'est au moins $44 par personne. Et $44, si vous prenez même au taux de 500, ça ferait à peu près 22 000. Au lieu de donc 22 000 qu'on devait prévoir, nous on prévoit combien? On prévoit 5 700 et quelques. Mais même ça, c'est théorique. Parce qu'en réalité, on ne met pas l'argent là où ça peut profiter aux gens. On fait des choses qui sont parfois superflues. Donc c'est pour ça, si vous prenez le secteur de l'hydraulique, quelque chose qui va frapper tout le monde. Quand vous analysez le budget, vous allez voir que l'essentiel des investissements, c'est-à-dire une bonne partie de l'argent, c'est pour l'hydraulique urbaine. Pourtant, c'est en milieu rural que les gens ont le problème d'accès à l'eau potable. Donc on devrait investir peut-être plus dans le monde rural. Mais vous savez que ce gouvernement, en fait c'est un gouvernement qui s'en fout en réalité du monde rural. La preuve, toutes ces réalisations, tout ce dont ils se vantent, ça se passe dans des villes. On fait des échangeurs, on fait, je ne sais pas, quelques aménagements, on construit des hôtels, etc. Et ils sont champions de ça. Mais bon, pour tout ce qui concerne, c'est-à-dire acheminer quelque chose pour les pauvres gens, là, évidemment, ils n'ont pas des choses. Et bien sûr, ils ont du mépris pour les pauvres gens. Et c'est ça que les gens doivent comprendre. Ok, donc Moussa, ce budget 2019 est estimé à plus de 2050 milliards de francs CFA, environ donc 55% de ces budgets seront mobilisés à l'interne. N'est-ce pas là encore une façon de continuer à presser les Nigériens? Oui, mais bien sûr, mais c'est ça, j'ai dit, pour nous, il faut essayer de mobiliser beaucoup plus que ça. Et cela est possible. Mais pour que les gens consentent à donner plus, il faut que l'argent qu'ils donnent, qu'ils soient sûrs que l'argent qu'on leur prend, en fait, on va l'utiliser pour améliorer leurs conditions, etc. Si c'est le cas, c'est pas de l'argent perdu. Mais maintenant, dans les conditions actuelles, bon, dans une certaine mesure,
on peut dire que c'est presque un peu perdu. Hein, c'est presque un peu perdu parce que bon, on te prend, mais en fait, le service, tu as de moins en moins de services. En tout cas, pour les pauvres gens, ils ont de moins en moins accès aux services. Donc, c'est cette injustice qu'il faut réparer. Sinon, du point de vue de la fiscalité, nous, on a fait des propositions. Ils peuvent faire mieux. Par exemple, ils ont ramené la Tati. Ok, on félicite, on applaudit, c'est bien. Mais ils ont dit, ouais, bon, ceux qui ont une licence G4, n'est-ce pas, bon, ils vont payer, le tarif sera 50 francs. Pour les autres, 88 francs. On peut appliquer les 88 francs pour tout le monde. C'est une question d'équité, de justice, et on aurait plus d'argent. L'année dernière, on a modifié le mode de calcul de l'IMF, ce qui a fait perdre à l'État à peu près 15 milliards, n'est-ce pas? C'est une sorte de cadeau fiscal pour les marketeurs et les gens qui sont dans le secteur de la distribution des hydrocarbures. Ce sont en fait les amis des gens qui sont au pouvoir. On leur a fait ça. On peut revenir là-dessus, on gagnerait 15 milliards, n'est-ce pas? Et maintenant, il y a aussi d'autres mesures qu'on peut prendre. Par exemple, vous savez aujourd'hui les exonérations. Les exonérations, au budget de l'État, on a inscrit 235 milliards d'exonérations. Si vous lisez le rapport de la commission des finances, le rapport qui a été présenté en plénière, vous allez voir que quelque part on dit que les exonérations pour 2018, c'est-à-dire on est même passé au-delà. C'est-à-dire que donc, cette année, pour 2019, on a prévu 235. Peut-être à l'arrivée, on va se retrouver avec beaucoup plus que ça. Ce sont des exonérations. Mais on fait ces exonérations pour qui? Pour qui? Pour les grosses compagnies. C'est-à-dire les compagnies minières pétrolières, parce que ce sont des exonérations qui sont liées au code minier pétrolier. C'est aussi des exonérations qui sont liées au code des investissements. Des exonérations qui sont liées au contrat de partenariat public-privé. Bon, l'autre arnaque maintenant du siècle, voilà, etc. C'est pour ça. Et bon, il y a des exonérations aussi même pour les forces d'occupation, notamment pour leur carburant, etc. Donc voilà, c'est ça. Il y a quelques exonérations pour des ONG, voilà. Mais c'est bon de faire un contrôle. Il faut faire un audit de ces exonérations-là. Tout le monde a le sentiment que c'est trop. Le gouvernement lui-même sait que c'est trop. Ils le disent. Bon, si on sait que c'est trop, il faut prendre des mesures. Pourquoi on ne peut pas faire aujourd'hui un audit sur plusieurs années, voir s'il n'y a pas eu des choses graves? On peut voir tout ça. Mais ça, ce sont les exonérations. Il y a les éléments de contrepartie qui sont les dépenses fiscales. C'est aussi énorme. Donc, on peut vérifier et on peut mettre en place un mécanisme vraiment pour bien contrôler, pour être sûr que quand on donne une exonération, c'est que cette exonération est vraiment nécessaire et tout. On peut même revoir notre système fiscal. Pourquoi on doit donner des exonérations là où en fait ce n'est peut-être même pas nécessaire, n'est-ce pas? Par exemple, quand vous prenez, si aujourd'hui dans notre code minier on prévoit des exonérations pour les compagnies, si une compagnie découvre des terres rares, vous savez, c'est une matière, on appelle les terres rares. Mais pourquoi on va donner une exonération à la compagnie qui va exploiter les terres rares? Parce qu'elles sont tellement rares qu'il n'y en a pas partout. Mais à l'état actuel de notre législation, on peut accorder des exonérations fiscales même à une compagnie qui viendrait exploiter des terres rares chez nous. C'est qu'il y a une véritable idiotie en fait. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et nous, ce qu'on propose, c'est aussi même d'avoir vraiment toute une réflexion, créer des espaces pour aujourd'hui réfléchir, voir quelles réformes on peut faire, etc. Sur les trucs fonciers et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Actuellement, là, vous savez, vous, il n'y a pas longtemps, vous avez été fermé, non? Pour ceci, mais en fait, les restes à recouvrer en matière d'impôts, c'est 158 milliards.
On parle de 158 milliards à recouvrer. Et je pense que c'est ça qu'ils essayent en partie de recouvrer aussi avec les sociétés. Encore que là, on parle de redressement. Donc voilà la situation. Et quand vous regardez par exemple en ce qui concerne ces restes à recouvrer, une partie, c'est aussi la taxe immobilière. Bon, pour la taxe immobilière, depuis 2017, l'Assemblée elle-même, les députés, les gens de la Commission des finances, ont fait des propositions qui n'ont jamais été mises en œuvre. Pourquoi on ne met pas ça en œuvre? Donc il y a une question de volonté, etc. Et je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il doit y avoir dans ce pays. Comprendre que si on laisse les gens là gérer les ressources comme ils sont en train de faire, eh bien, on ira nulle part. Donc, comme ça, le temps nous guette un peu. Et très rapidement, cette loi a été votée au moment où vous combattez déjà celle de 2018. Cela veut dire que le combat va continuer? Bien sûr, le combat va continuer parce que ce qu'on conteste est très clair. On conteste le fait qu'il n'y a pas de justice fiscale dans ce pays. On veut une justice fiscale. C'est très clair. Il ne faut pas voir seulement en termes de mesures spécifiques. Non, il y a des valeurs, des principes pour lesquels on se mobilise. Et il y a des pratiques, etc., des politiques que nous contestons. Donc, nous contestons d'abord le fait qu'il n'y a pas une politique fiscale juste, etc. Deuxièmement, nous avons une allocation des ressources qui ne nous convient pas. Si on continue à allouer les ressources de cette façon, eh bien, on va toujours avoir des problèmes. Et des problèmes dans des secteurs sociaux ou autres. Donc, on va continuer à se battre autour d'un mot d'ordre clair, justice fiscale, mais aussi justice sociale, ce qui signifie qu'il faut utiliser les ressources pour réaliser les droits. Il faut que l'État assume ses obligations. Et on ne peut pas continuer à regarder l'État gérer comme il le fait aujourd'hui le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, le secteur de l'agriculture, le secteur de l'hydraulique, c'est-à-dire qu'on ne met pas assez d'argent. Et quand on met l'argent aussi, on met dans des choses qui ne sont pas parfois... Voilà. Donc il n'y a pas une allocation judicieuse. On ne peut pas accepter ça. Oui, donc Moussa, il faut rappeler que le combat contre la défense en 2018, vous avez eu 4 mois de prison avec vos collègues de la société civile, nous, Arzika Ali Idrissa et bien d'autres membres. Et je rappelle que le procès en appel de vous et vos collègues va avoir lieu demain, Inch'Allah, à la Cour d'appel de Niamey. Avec quel esprit comptez-vous présenter devant la Cour de Niamey? Vous savez, Niamey qui coïncide d'abord avec la journée de la liberté des droits humains. On a même, nous on peut dire, on a même eu la chance. Vous savez, il y a d'autres qui sont encore en prison. D'autres ont fait 8 mois. Notre camarade Sadat, il a fait 8 mois, il est encore en prison. Badamassi est sorti avant-hier seulement. Maître Lerouana, qui aurait pu être chose, est toujours encore aujourd'hui en prison. Et donc nous, peut-être on peut dire qu'on a même été chanceux devant la machine qui est lancée contre nous. Demain on va aller à ce procès. On va avec l'esprit serein, tranquille, en se disant que normalement, même si c'est un étudiant de première année de droit qui va nous juger, il ne peut que nous donner raison. Mais c'est que le tribunal a dit? Oui, non, en fait, il va nous donner raison. C'est-à-dire, il doit dire que en fait, ces pauvres gens qu'on a arrêtés, etc., on a fait pleurer leur famille, tout ça, que c'est une injustice trop grave. Que tout ce qu'on demandait, c'était, si on ne peut pas nous féliciter, normalement, on ne devrait pas nous arrêter et nous jeter en prison. Mais comme les choses sont à l'envers, tout peut arriver. Donc moi, je vais avec l'idée que nous on est dans une sorte de combat. Je ne veux pas faire le discours du genre je fais confiance à la justice. Moi, Moussa Tchangari, je ne fais aucune confiance à la justice de ce pays. Je sais que ce n'est pas une justice vraiment comme
il est souhaitable d'avoir. Donc je ne vais pas faire cette démagogie. Et si jamais demain, donc on dit bon ok, on a été condamné avec sursis et tout ça, si demain tout ça est cassé, on dit bon on est blanchi, bon pour moi c'était tellement évident, hein, c'était tellement évident, on a quand même souffert la chose. Bon, moi je serais content et j'applaudirais la justice le jour où on va dire bon ok, ces gens qu'on a fait souffrir pour rien, il faut aussi les indemniser. Et le jour où ceux qui nous ont fait, ceux qui nous ont infligé ce sort-là, payent eux aussi, rendent compte devant la justice. Là, en ce moment-là, ce serait une situation idéale. Mais bon, on va, en se disant que c'est la moindre des choses, on aura certainement raison. Mais bon, le gouvernement, dans tous les cas, ce qu'il voulait, il l'a réalisé, c'était de nous faire passer 4 mois de prison. 4 mois de prison, on est sorti, on est vivant. Inch'Allah, on va continuer à se battre. Il y a des gens qui ont fait plus que ça. Ils sont sortis, ils se sont battus et parfois ils ont gagné. Inch'Allah, nous aussi, eh bien, on est sortis, on est là. Un jour, on va gagner, Inch'Allah. Et si ce n'est pas nous aussi, des gens qui vont être dans la même lignée vont gagner. La vérité va triompher. Merci Moussa. Donc, peut-être un dernier aspect, on va un peu parler de la sécurité, notamment un peu de la région de Difa, ce qui se passe récemment. Plusieurs personnes ont été enlevées et nous avons appris aujourd'hui. Et plusieurs autres dizaines ont été réquisitionnées par les éléments de Boko Haram qui auraient transporté leurs bagages avant de retrouver leur liberté. Vous, très rapidement, comment vous voyez cette situation un peu à l'est? Tout le monde connaît ma position, la position de notre organisation, etc. et la façon dont on se préoccupe de ça. Évidemment, ça ne peut que me faire mal. Ce qui se passe à Difa est trop grave. Je pense qu'avec le temps, beaucoup de gens commencent à réaliser la gravité et commencent à comprendre que depuis longtemps, on avait raison d'alerter, surtout ce qui est en train de dériver. Maintenant, bien sûr, la situation ne s'est pas fondamentalement améliorée. Dans quelques jours, nous allons rendre public un rapport d'enquête que nous avons réalisé, un peu les opinions des gens. Les gens seront surpris de tout ce qu'ils vont lire dans ce rapport-là, qui est basé sur vraiment un sondage fait scientifiquement, hein, ce que les gens pensent. Bon, c'est la situation actuelle présage de quelque chose d'ailleurs, si on ne fait pas attention, de plus grave. Et vous savez, même le ministre de la Défense l'a dit devant les parlementaires, il dit qu'ils s'attendent à ce qu'il y ait une reprise des attaques, etc. Donc évidemment, les gens de Boko Haram sont en train de se préparer. Au Nigeria, on a vu, ils ont repris du poil de la bête à la faveur des élections, parce que bon, leur objectif c'est aussi, voilà, bon, on comprend aussi. Et le fait qu'ils reprennent du poil de la bête, qu'ils deviennent subitement très forts, etc. Bon, il y a toujours des choses, mais en tout cas, il peut se passer aussi des choses ici. Et selon les informations que nous avons, bon, ici même, je pense que les autorités se préparent à la perspective d'une attaque, n'est-ce pas? Et c'est bien d'anticiper, de se préparer à ça. Mais qu'est-ce qu'on prépare? Comment on se prépare, quelles sont les mesures que les gens peuvent être amenés à prendre. En tout cas, sur certaines choses que j'ai appris se confirment. Il peut se passer aussi, je vais dire des choses graves, il peut arriver que des mesures graves soient prises. Une chose sur laquelle déjà c'est bon d'alerter les gens, je pense qu'il y a des velléités, et ça c'était depuis longtemps, des velléités de déplacer les réfugiés et les personnes déplacées internes. C'est-à-dire que des sites où les gens sont, on veut les déplacer un peu plus au nord, parce qu'on pense que là où ces gens sont, ça pose problème. Donc on veut encore les éloigner plus de leur terroir d'attache, et on veut les amener plus au nord, c'est-à-dire on va les amener dans des endroits encore plus austères, parce que plus au nord, ça veut dire des endroits un peu plus austères. Bon, déplacer des milliers de personnes, parce qu'on a affaire quand même à plus de 250 000 personnes qui sont là. Bon, si on veut organiser ce déplacement, voilà, c'est pas facile.
est-ce que l'État du Niger va prévoir toute la logistique qu'il faut pour déplacer, ou bien, comme l'autre fois, on va siffler et dire aux gens, vous avez tel nombre de jours pour quitter ces endroits. Est-ce que c'est ça qu'on va faire? Donc on va attendre voir on laisse la chien liste, une sorte de chien liste s'installer, et puis bon, on laisse s'installer des situations qui vont faire fuir les gens d'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, il faut que les gens soient vigilants, et il faut que dans tous les cas, on évite d'entraîner de nouveaux mouvements de population. Ça, ce serait quelque chose d'éminemment grave, et j'attire l'attention. Espérons que ces gens ont entendu ce cri de cœur Moussa Tchangari. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Merci.